Et voilà, bonsoir et bienvenue à notre rendez-vous sacré de chaque lundi, mercredi et vendredi à 16h juste. Mesdames et messieurs, bienvenue à un invité sur ce plateau. Il s'agit d'un grand entrepreneur. Il est politique, membre de l'UDPS, un né-Congo de surcroît. Avec lui, nous allons parler sur l'évolution du Congo central. Il est le fils du tout premier commissaire régional au Congo central là-bas. Il est aussi parmi les notables de cette grande province. Avec lui, nous allons un peu discuter sur les réalisations de son père, sur le leadership du Congo central, l'élection du gouverneur, quel profil pour le gouverneur qui pourra relever ce grand défi de cette grande province. Mais avant tout, j'aimerais un peu que nous parlions sur ce qui s'est passé comme les primaires à l'Assemblée nationale. Je le reçois, M. Constant Manvidila. Bonsoir. Bonsoir, madame. Comment allez-vous? Je vais bien, et vous, madame? Dieu fait grâce. Merci. Vous aviez suivi l'actualité, les primaires qui s'est passées à l'Assemblée nationale? Bien sûr que oui, comme tout politicien ou tout Congolais, d'une de ces noms, je suivis avec attention ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale du point de vue des primaires, du début jusqu'à la fin, en fait. Comment vous avez trouvé ça? Ça n'a jamais existé, les primaires. C'est une première dans notre pays. Il y a eu 3 personnalités qu'on doit départager. Et voilà, ils sont allés aux primaires. Comment vous avez jugé cette question, cette situation? Merci beaucoup. De mon point de vue, je pense que c'est une très bonne chose qu'il se soit passé une élection primaire au sein de l'Union sacrée, dont, n'est-ce pas, notre parti, mon parti l'UDPS, fait partie prenante. Et donc, je me dis même, si il était, n'est-ce pas, introduit dans notre constitution, cet aspect-là d'élection ou des élections primaires, c'est une très bonne chose. Mais ce que j'allais dire, c'est quoi? Parce que vous m'avez posé la question par rapport à l'élection qui s'est passée au sein de l'Union sacrée. Déjà, tel que les primaires l'annoncent, j'estime que de mon point de vue, il est clair que le président Vital Kamerhe pourra, je dis bien pourra, n'est-ce pas, passer président de l'Assemblée nationale. Et s'il arrivait... Et s'il ne passait pas? S'il ne passait pas, c'est la démocratie. C'est ce qui s'est passé. Nous avons vu le président Bosso est tombé, M. Batikobo est tombé. Et donc c'est lui qui a réussi aux primaires de l'Union sacrée. C'est une très bonne chose. Cependant, ce que j'allais dire... Light, merci. Laissez encore cette vidéo. Veuillez suivre un peu cette réaction. Viemboso Kara au Sakanate. Apparemment, Bazabi Némia, il ne se parle pas. Qu'est-ce qui se passe? Bon, mais... ce sont de vieux loups quand même. Du point de vue de la démocratie, l'acte posé par les présidents du bureau d'âge en la personne de M. Mbosso, c'est pas un bon acte. C'est pas démocratique. Richard Moumouya a dit via Bétis Cantenne. Non, mais c'est pas digne d'un canton politique. Parce que c'est de la démocratie. Quand on a réussi, on a réussi. Quand on a échoué, on a échoué. C'est une élection, c'est des primaires. Donc c'est comme ça que ça se passe. Donc notre pays lui-même en soi... Est-ce que l'union sacrée en soi, en elle-même, ne crée pas de frustration? Mais écoutez, je vais vous dire une chose. Parce que comment se fait-il 3 candidats au sein de l'Union sacrée? 3 candidats. Merci pour cette question. Mais votre question ici me pousse d'aller un peu plus loin. Allez-y. Par rapport à ce qui s'est passé. En fait, les comportements affichés par nos politiques dépasse l'entendement politique, si je peux le dire ainsi. Dans ce sens que, si vous prenez le président Bosso
a été aux affaires pendant pratiquement 32 ans. Vous prenez le président Bahati. Le président Bahati est là pratiquement, je dirais, peu avant l'avènement de l'AFDEL. Il est là et c'est jusqu'ici. Vous prenez le président Kamere, c'est la même chose. C'est-à-dire que ce comportement-là, c'est un comportement qui n'est pas normal. Et ça justifie même cette idée-là, ce sentiment qu'ont nos politiques, n'est-ce pas, de pouvoir s'éterniser dans des fonctions, vouloir faire de la politique une carrière, alors que la politique n'est pas une carrière. Mais regardons un peu la réalité en face. Malgré toutes ces années, si vous prenez 32 ans du président Bosso, vous prenez 32 ans du temps de Mobutu, vous prenez ces, je dirais, 21 ou 22 ans des kabylistes, vous prenez les 5 premières années du président Félix, ça vous fait combien d'années? Et donc, si nous devons regarder en face, si nous devons être pragmatiques, il est tout à fait clair et normal que du point de vue politique, tous nos vieux politiciens n'ont pas produit des résultats. Est-ce que cette question de primaire ne sont pas de mascarade? Comme on peut dire, il y avait un mot d'ordre donné sur le choix de Vital Kamerhe. Nous sommes dans un pays, nous savons la manière dont les choses se passent. Hein? Déjà, ce qu'il y a là... Parce que je peux vous dire ceci, vous relancez en ce sens. Bahati Lukwebo était la deuxième force politique du pays. On a tous vu la manière dont on a arraché ses députés pour faire passer, pour faire sauter Vital Kamerhe. Est-ce que ça semble flou, hein, ces primaires? Moi, je ne les vois pas de cette manière-là. Seulement qu'il y a ce qui est tout à fait, à mon sens, légitime. En politique, tout parti politique a, n'est-ce pas, tendance à vouloir supplanter l'autre parti politique ou les autres partis politiques. Ce qui fait qu'il y a cette sorte de concurrence ou de course au sein de l'Union sacrée. Et ça se justifie par rapport à ce qui s'est en fait passé, parce que de tous les ténors de l'Union sacrée, tout le monde voudrait ou souhaiterait avoir, n'est-ce pas, le soutien du président de la République. Alors que tous, du point de vue, où je dirais logiquement, dans l'Union sacrée, tous les partis sont égaux par rapport aux aspirations du peuple et par rapport aux objectifs que l'Union sacrée s'est assignés. Et si nous parlons sur le plan moral, est-ce que les trois ont-ils sont des personnes vraiment morales? Ils ont la moralité? À cette question, il y a à boire et à manger. Je vous ai tout à l'heure dit que de tous ces politiciens, de tous ces vieux politiciens, personne d'entre eux n'a produit des résultats attendus par la République démocratique du Congo et le peuple congolais. Pour preuve, le président Vital Kamerhe, qui, à mon sens, souhaiterait à tout prix gérer l'Assemblée nationale. Nous l'avons entendu ici lors de son entrée à l'Assemblée nationale la fois passée, dire devant les micros qu'il avait doublé aux 10 fois les salaires du personnel. Qu'il avait trouvé. Qu'il avait trouvé au ministère de l'économie, il l'a fait ailleurs et il a fait la présence, il va aussi le faire ici. Nous l'avons entendu. Mais n'oublions pas une chose, que M. Vital Kamerhe est aussi le père ou fait partie des pères génitaires de la Constitution
qui régit notre pays. Oui, oui. Il est le père parce que... Il est parmi les rédacteurs. Hein? Mais bien sûr, il est le père, il est parmi les pères, parmi les parents de cette constitution dont nous sommes prisonniers. Parce que qu'on le veuille ou pas, la constitution congolaise n'est pas adaptée aux réalités du Congo, mais beaucoup plus, c'est une constitution qui est taillée sur mesure. Vous vous rappelez qu'il y a eu ce qu'on appelle la loi Bakajika. La loi Bakajika, c'est cette loi-là qui veut que les sols et les sous-sols congolais, zaïrois entre guillemets, appartient aux Zaïrois, appartient aux Congolais. Appartient au Congo. Donc les sols et les sous-sols congolais appartiennent à l'État congolais. Monsieur Vital Kamerhe et ceux qui ont bradé cette constitution, qui ont bradé cette loi-là, la loi Bakajika, qui fait qu'au jour d'aujourd'hui, les sols et les sous-sols congolais ne reviennent pas à l'État congolais. Comment expliquer ça? Bon, mais c'est parce que cette loi-là, qui parlait, la loi Bakajika a été tout simplement modifiée, bradée, de telle sorte qu'au jour d'aujourd'hui, il est dit sur cette loi-là que l'espace du sol congolais appartient à l'État congolais, alors que l'espace du sol, quand on parle du sol, on ne voit pas l'espace. À première vue, on voit les terrains et les sous-sols et les sous-sols du terrain. C'est très important, madame. Donc déjà, ce que moi je voudrais d'ores et déjà dire à M. Vital Kamerhe, que si demain il est élu président de l'Assemblée nationale, qui se donne pour devoir de pouvoir corriger les erreurs qui sont dans cette constitution, qui puisse revoir ce qu'il y a à revoir dans la constitution congolaise, de manière à ce que la constitution donne réellement les pouvoirs, n'est-ce pas, au pays, et pour que finalement l'État congolais puisse, n'est-ce pas, l'État congolais et le peuple congolais puissent, n'est-ce pas, jouir du pays de par la Constitution. Donc c'est très important. Donc s'il va à l'Assemblée nationale, que ce soit pour corriger les erreurs qu'ils ont eux-mêmes commises entre 2006 et 2009. Donc c'est ce que je peux dire sur ce point. Et voilà. Constant Manvidila, vous êtes né Congo. Votre père fut aussi le tout premier commissaire. Il a fait beaucoup de réalisations. Parlez-moi un peu de votre père. Merci beaucoup. C'était en quelle année là? Pour remonter à sa genèse, donc papa a été, pour commencer, mon père, M. Manvidila Clément, a été le trésorier général de la BACO. Donc ça, nous sommes avant 1960. Il est secrétaire général de la BACO jusqu'à 60. Donc lors de lutte pour l'indépendance, il est l'une des figures qui ont lutté pour l'indépendance de ce pays, bien que très peu et mal connu. Et il a été le tout premier commissaire de district de Léopoldville, parce qu'à l'époque, on parlait de province de Léopoldville, qui, n'est-ce pas, partait de Mwanda à l'océan et jusqu'à Kwamuntu. Si nous devons prendre le fleuve, et si nous prenons la nation numéro 1 jusqu'au pont Kwango, et puis vous prenez en compte une bonne partie qui est fait aujourd'hui partie de Bandundu, donc Popo Kabaka, ainsi de suite. Donc voilà, c'est un peu ça. Mais si vous me posez, vous voulez savoir ce qu'il a fait de 1960 à 1965. D'abord, pour commencer, lorsque le Belge partait, le Belge n'a pas laissé
des bâtiments. Ah bon? Des bâtiments où comment se fait-il parce que les colonisateurs ont commencé au Congo central? Comment ils n'ont pas pu laisser les bâtiments? Non. Je suis en train de parler d'une institution d'enseignement supérieur. Okay. Je parle d'une institution d'enseignement supérieur qui est au jour d'aujourd'hui l'ISP, à l'époque INASA. Et donc ces bâtiments-là n'ont pas été construits par des Belges. C'est des bâtiments qui ont été construits par M. Manfred Laclément. Les bâtiments qui abritent l'ISP Mbanzangoungu au jour d'aujourd'hui, ainsi que les camps de vie. Il y a le bâtiment administratif du territoire de Mbanzangoungu. Vous avez les bâtiments administratifs et les camps de vie du territoire de Songololo. Vous avez aussi les bâtiments administratifs et les camps de vie du territoire de Luozi. Ça, c'est ce qu'il a fait. Et puis, comme Kinshasa dépendait de la province de Léopoldville, faisait partie de la province de Léopoldville, vous avez aussi en Bankana, il y a un bâtiment qui est là, qu'il a aussi construit. Mais à part ça, vous avez des bâtiments des secteurs de Kimpese, Gombe Matadi, Pulungongo, et puis vous avez l'hôpital de Gomatadi, ainsi que les camps de vie. Vous avez l'hôpital du secteur d'Intimansi, plus l'hôpital. Vous avez l'hôpital il y a dans l'Intimansi un village, un grand village qui est là, qu'on appelle Ndunga, où il y a un grand hôpital qu'il a aussi construit. Et en Mbanzangoungu, il a aussi été chef de la cité, et là il a construit l'hôpital qu'on appelle l'hôpital de la cité. Attendez s'il vous plaît, toutes ces réalisations-là, il les faisait par son fonds propre ou par le fonds de l'État? Non, mais ce n'était pas par ses fonds propres, c'était par les fonds de l'État. Et quelle était cette motivation-là, cette bonne foi-là? Ça provenait d'où cette motivation-là? C'est parce qu'on a toujours dit que Mukongo Zayuma. Loin de la madame. Ou il cherchait la sympathie de la part des autorités pour qu'il demeure encore... Non, mais là, c'est... Pourquoi chercher la sympathie de qui? Madame, il y a un dicton qui dit ceci. Celui qui veut être à la tête d'une communauté ou d'un peuple qui se considère comme esclave, comme serviteur. Donc en fait, quand on est responsable, quand on est une autorité, ce n'est pas qu'on est un chef. On est là pour servir la population. Donc si vous devez servir la population, vous allez chercher la sympathie de qui? De cette population? Non, mais on est déjà esclave, on est déjà au service de cette population-là. Vous n'allez pas chercher la sympathie de cette population pour laquelle vous devez servir. Donc tout ce qu'il a fait là, c'était parce qu'il fallait, il devait le faire. C'était d'abord pour l'amour de la population et aussi du travail bien fait. Et donc, quand on est responsable, on est au service de la population. C'est ce que je fais remarquer. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, nos mœurs ont tellement changé, ont tellement dégradé, à telle enseigne que nous pensons, lorsque nous sommes votés comme députés national ou provincial, nous devenons chefs. Non. Nous allons défendre les intérêts de la population. Il avait construit une route là, par laquelle, je ne sais pas, une route ou encore, c'est par lequel il avait initié un trafic. Il avait même acheté un bague là qui faisait à ce qu'il y ait le trafic. C'est où maintenant? On est où là avec le trafic? En fait, vous comprendrez, madame, que le territoire de Mbanzangoungu est extrêmement vaste. Pour votre mémoire ou pour votre connaissance, le territoire de Mbanzangoungu compte 1850 villages. Ah bon? Rien que pour un territoire. 1850. 1850 villages pour un territoire. Et vous avez 7 secteurs dont, si je n'ai pas oublié, 46 groupements. N'est-ce pas? 46 groupements.
et des grands groupements. Vous avez des groupements, un groupement comme le groupement des Lombofouessé. Il y a un groupement qu'on appelle Lombofouessé qui, à lui seul, abrite 120 villages. Donc, étant donné la configuration du territoire de Mbanzangoumou par rapport au territoire de l'Ouozi, pour lui, il a trouvé qu'il ne devait pas avoir une seule route qui mène jusqu'au fleuve, c'est-à-dire pour traverser, aller à l'Ouozi. Donc, il a fallu faire en sorte qu'il y ait aussi un bac au niveau de Mpioka. Donc, vous prenez à l'entrée Mbanzangoumou pour aller en Kamba, vous dépassez, il y a un village qu'on appelle Mpioka. C'est là qu'il avait érigé un bac pour essayer, n'est-ce pas, d'ouvrir le trafic sur la route de Gomatadi. Donc, quelqu'un peut quitter Kinshasa, arrive à Mbanzangoumou sans pourtant traverser Mbanzangoumou, mais il passe à Gomatadi, il laisse Nkamba à côté, il va à Mpioka et puis atteindre l'Ouozi. Donc, c'est là qu'il avait érigé un bac. Il était allé aussi au MPR, ou il est resté toujours dans l'Abaco? Non, mais à la prise du pouvoir. Quelle était sa relation avec Mobutu? Mon père avait de très mauvaises relations avec Mobutu. Pourquoi? La première des choses, je sais que les premiers problèmes qu'ils ont eu, c'était à cause justement du départ de Kasavubu dans ses fonctions de président. Parce que mon père était un grand ami au général Louis de Gonzague Bobozo. Donc lorsque Mobutu, ça c'est l'histoire que je détiens de mon père, lorsque Mobutu s'arrangeait pour pouvoir faire partir Kasavubu du pouvoir, le général Louis de Gonzague Bobozo a dit en parler avec mon père. Et je pense que ce dernier aurait, je dirais aurait, c'est conditionnel, aurait fait part de cette situation-là à Kasavubu, qui peut... mais aurait peut-être eu, n'est-ce pas, vent de cette situation-là. Et ça fait que déjà, il y a eu des petits problèmes entre mon père et Mobutu. Mais il n'y a pas que ça. Lors de la mutinerie, il y a un camp militaire qu'on appelle camp Béa. Pendant que Lumumba était en prison à Mbanzangoumou, il y avait mutinerie. Cette mutinerie a fait aussi qu'il y ait des problèmes entre... Parce que mon père était en fait le commissaire de district. Puisqu'il était commissaire de district, je vous informe qu'en tant que prisonnier, si je peux le dire, prisonnier d'État, Lumumba a passé, était en prison à Mbanzangoumou à l'époque Tessville. La nourriture, les petits déjeuners, la nourriture de Lumumba comme ses habits. Donc sa nourriture était cuisinée dans la maison de mon père, ses habits étaient nettoyés dans la maison de mon père. Étant commissaire de district, et donc en fait les prisonniers Lumumba étaient sous la bonne garde en termes de sécurité alimentaire de mon père qui fut commissaire de district. Donc de par tout ça, je pense... Il était mort en prison? Non, Lumumba n'est pas mort en prison. Non, votre père? Non. Votre père a été aussi arrêté? Non, non, mon père n'a jamais fait la prison, n'avait jamais fait la prison. Et alors, qu'est-ce qu'il avait fait? Il a continué à travailler au sein de l'administration jusqu'à sa mort où il a été révoqué? Non, 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 mon père n'a pas été révoqué. De 60 à 65, mon père a été commissaire de district. En 65, Mobutu fomente son coup d'État, il prend le pouvoir pour des raisons punitives. Mobutu crée des arrondissements. Il envoie mon père à Gomatadi en 66. Il envoie comme un commissaire d'arrondissement de Gomatadi. Donc Gomatadi devenait un arrondissement.
Alors qu'à Gomatadi, il n'y avait que des écoles. Il y avait que des écoles à Gomatadi, l'école centrale et l'ITA, Gomatadi. Et donc, il n'y avait même pas une seule cabane où un commissaire d'arrondissement pouvait passer une nuit. Il n'y avait même pas de bureau, il n'y avait rien. Mobutu l'envoie là-bas. Et mon père arrive à Gomatadi, il devrait se battre pour pouvoir se construire un bureau et pour pouvoir travailler pour l'État. Et donc, c'est comme ça qu'il a construit les bâtiments de l'arrondissement de Gomatadi, qui abrite les secteurs de Gomatadi d'aujourd'hui. Il a aussi construit, pendant ce temps-là, l'hôpital de Gomatadi. Et c'est lui aussi qui a urbanisé Gomatadi, parce qu'à son temps, quand il était là, il s'était arrangé, il avait demandé à tous les vieux Bakongo, en l'occurrence, vous avez les vieux Nzolantima, vous avez Dokolo, vous avez Mvindu Makani, tous ces gens-là devraient avoir honte, n'est-ce pas? Il les a contactés pour pouvoir faire de Gomatadi un centre d'attraction, un pôle commercial. C'est comme ça, tous ces gens-là avaient une parcelle et avaient construit chacun d'eux une maison à Gomatadi. C'est ce qui a fait que Gomatadi devienne à l'époque déjà un centre commercial. Donc de Gomatadi, il est donc de 66 à 69, il était à Gomatadi. C'est durant cette période-là qu'il a aussi construit un barge pour la rivière Mpioka. Mais vers fin 69, il est parti de Gomatadi. Il est venu attendez, en vous parlant, c'est comme si vous n'avez pas de bons souvenirs pour le maréchal Mobutu. Est-ce que Mobutu reprochait votre père de quoi? Je ne vous apprends pas. Je ne vous apprends pas que Mobutu en fait, avait à un moment donné pour objectif de faire taire tous les hommes forts politiques du Congo central. Ah bon, pour quelle raison? Non, mais lui qui était unificateur. Non, mais des mots, il faut faire la différence entre les faits sur terrain et ce qui se dit. Je vous donne l'exemple. Bamba, Kimba, Anani. Mobutu les a pendus. C'était des Bakongo. C'était pour quelle raison? Est-ce que connaissez-vous un seul nom de quelqu'un du Kasaï ou du Grand Équateur ou du Grand Katanga, sinon l'Est du pays qui Mobutu a pendu en public? Vous en connaissez un? C'est moi qui pose des questions. Mais à ma connaissance, ça c'est connu de tous. C'est connu de tous que le maréchal Mobutu était un homme qui a unifié le pays. Et d'ailleurs, c'est parmi ces grandes qualités que les gens implorent aujourd'hui. Maréchal Mobutu a dit Tatabo Moko et Kolobo Moko. Il a travaillé avec tout le monde. Quelle haine ou encore qu'est-ce qu'il pouvait avoir pour en vouloir les Bakongo? C'était quoi? Madame. Ou encore, votre père voulait se comporter comme un gourou au Congo central et Mobutu aussi ne voulait pas, peut-être. Merci beaucoup pour votre question, mais je vais vous dire une chose. J'ai toujours fait une bonne différence entre ce qui s'est dit et ce qui s'est fait sur terrain. Je peux vous parler ce que moi j'appelle des méfaits de Mobutu sur la RDC en général et sur le Congo central en particulier. Si je dois parler des méfaits politiques, je vais d'abord parler des méfaits politiques, puis je vais parler des méfaits économiques. En politique, je vous ai parlé de... Soyez un peu vrai, façon nous allons entamer d'autres sujets. Danani, Bamba et Kimba, que Mobutu a pendu en public, les martyrs de la Pentecôte, pour rien. Mais n'est-ce pas c'était sous l'impulsion d'Étienne Tshisekedi, de l'UDPS? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Selon les informations que Tshisekedi, c'était sous son impulsion. Les informations que moi j'ai de mon père ne me disent pas que c'est Mobutu Tshisekedi qui avait dit à Mobutu, écoutez, il faut pendre telle personne. Ça venait de Mobutu, ça ne venait pas de Tshisekedi, loin de là. Preuve en est que un peu plus tard, et Tshisekedi s'est révolté contre Mobutu. Ça
c'est la preuve, la grande preuve. Donc vous avez ces méfaits-là. Mais il a travaillé plusieurs fois avec Mobutu. Lui, c'était comme ça. Il se révolte, il revient encore, il se révolte, il revient encore. C'était ça son comportement. Il disait oui, après il dit non, c'était ça. Plusieurs fois ministre, plusieurs fois PDG. Il fut parmi les cofondateurs du MPR. Et c'est quelqu'un qui voulait des douaniers sur mon plateau. Vous avez... Non, 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 loin de là, madame. Je vais vous dire une chose. Il y a... C'est-à-dire qu'il est dit que chaque chose a son temps. Un bon politicien, c'est quelqu'un qui sait regarder d'où il vient, là où il est et là où il va. D'où vient son pays, sa politique, là où la politique de son pays se trouve et là où le pays va par rapport à la politique. C'est très important. Au jour d'aujourd'hui, nombreux de nos dirigeants ne savent pas s'auto-analyser et analyser la situation du pays. Regardez un peu, tout à l'heure, là, nous avons parlé du primaire au sein de l'Union sacrée. Tous ces gens-là qui composent l'Union sacrée, regardez-les bien. Certains ont 40 ans aux affaires. Mais si nous devons remonter à 40 ans de la vie politique de ces gens-là, de leur gestion, par rapport au jour d'aujourd'hui, est-ce qu'on peut vraiment situer ces pays? On peut dire que les pays avancés, ils sont là. Quand est-ce qu'ils se diront que, écoutez, nous avons beaucoup trop travaillé, laissons, passons la main aux autres? Ou sinon, quand est-ce qu'ils se diront qu'écoutez, on a assez badiner avec les pays, maintenant là, on arrête, on prend les bons points et pour que les pays aillent de l'avant. Donc, Etienne Tshisekedi, c'est quelqu'un qui savait analyser la situation du pays et se dire que non, non, ça ne va pas, il faut changer de cap, il faut aller prendre tel ou tel autre chemin. C'est ce qu'il a fait en fait. Et voilà, j'aimerais un peu que nous parlions de vous. Vous êtes un entrepreneur. Qu'est-ce qui vous a motivé, stimulé à aller faire la politique? Merci beaucoup. Et faire le choix de l'UDPS? Mais je m'excuse beaucoup, madame. Je crois que je voudrais vous dire un petit mot sur les méfaits économiques de Mobutu sur la RDC et le Congo central. Mobutu a, si je peux, je peux le dire ainsi, naturalisé des entreprises zaïroises. En fait, des entreprises qui étaient au Congo, au Zaïre, mais qui n'appartenaient pas à l'État ou aux Congolais, ou aux Zaïrois à l'époque. C'est-à-dire que Mobutu a pris la décision de pouvoir récupérer les entreprises aux mains de leurs propriétaires pour les donner aux Congolais ou aux Zaïrois. Ça a détruit le pays. C'est là que nous avons, n'est-ce pas, en fait, si je peux dire ainsi, je peux dire, c'est là qu'a commencé la mort de la RDC. Je prends par exemple le Congo central. Au Congo central, Mobutu a donné l'entreprise qu'on appelait SCAM à Madame Nzuzu Mbombo, qui était toute jeune, qui n'avait jamais géré un moulin, mais à elle, Mobutu a donné l'entreprise qu'on appelait SCAM. SCAM, c'est l'entreprise qui avait le monopole de la production du caoutchouc, d'arachide, huile d'arachide, huile de palmiste, huile de coco, ainsi de suite. Et le Congo a été pendant longtemps le premier pays producteur de tous ces produits-là. Mobutu a pris ça à donner entre les mains de Maman Nzuzu Mbombo. La société qu'on appelait les grands élevages, la société des grands élevages, qui avait 68 000 têtes de gros bétail, de vaches, 68 000. Mobutu l'a donné entre les mains de Lito Moboti. Après 6 mois, il n'y avait plus aucun veau, même pas une seule vache. Est-ce que c'était le problème de Mobutu ou des gestionnaires que Mobutu avait placés? Si vous allez dans les Bandundu, il y a ce qu'on appelle, ce qu'on appelait les compagnies du Kasaï et de l'Équateur, CKE, compagnie du Kasaï et de l'Équateur. Mobutu, dans le Bandundu, Mobutu a donné la grande huilerie de Chimbane à Pierre Takizala.
Mobutu a donné la grande huilerie de Mikwiseka à Mungolodiaka. Il a donné la grande huilerie vers Massi ici à Mbwankiem. Mbwankiem de l'huile de pêche. Oui, donc Mobutu a donné des comme ça là, des entreprises aux gens. Il a donné, comment, il les a offerts ou, je vous dis, ou c'était pour la gestion du pays? Non, mais il les a offerts à ces gens-là comme ils voulaient, comme ils l'entendaient. C'était comme des petits des morceaux de pain qu'il distribuait aux gens. Et au bout d'une année, 2 ans, toutes les entreprises sont tombées en faillite. Et donc l'économie du pays tombait en chute libre. Il y en avait dans l'Équateur, c'était la même chose. Il a donné aux gens. Ce qui est incroyable. Donc nous en payons les prix au jour d'aujourd'hui. Et vous avez dit pourquoi mon père ne s'attendait pas avec Mobutu. C'est parce que mon père à l'époque a dit à Mobutu que ce que vous êtes en train de faire là, vous êtes en train de tuer ce pays. Fini, terminé, ce pays-ci ne saura plus se relever. Mon père l'a dit à Mobutu que c'était la pire des choses qu'il pouvait faire. Mobutu l'a dit à Mobutu. Mon père l'a dit à Mobutu. Donc, répondez maintenant à ma question. Qu'est-ce qui vous a stimulé à associer l'entrepreneuriat à la politique? Merci beaucoup. Dans l'entrepreneuriat, je suis entrepreneur depuis plus de 25 ans. Je travaille particulièrement avec la Société nationale d'électricité, la SNEL, mais aussi avec d'autres entreprises qui prestent pour la SNEL et aussi avec certaines entreprises qui ne seraient pas, n'est-ce pas, citer l'une après l'autre. Aussi, il faut prendre aussi en compte les particuliers avec qui je travaille. Cependant, un entrepreneur, c'est d'abord quelqu'un qui a une vision généralisée des choses. Mais au-delà d'être entrepreneur, j'ai dans mon sang de la politique. Je suis fils d'un politicien de très longue date, des premières heures. Donc j'essaie, n'est-ce pas, à mon avis, faire l'entrepreneuriat comme je le fais là, je l'ai toujours fait et je suis entrepreneur, je reste entrepreneur. Mais cependant, la politique étant l'art, n'est-ce pas, de gérer, administrer et, si vous voulez bien, diriger ou gouverner, il y a interpénétration entre l'entrepreneuriat et la politique. Et en mon sens, j'aime tellement rendre service aux gens, aux communautés, que depuis mon enfance, je n'ai entendu beaucoup plus parler dans ma vie que de la gestion de la chose publique et de la politique. Donc, étant donné que chaque chose a son temps, donc avec les reculs, avec le temps, je me suis dit que je devrais réellement rentrer dans la politique que moi j'appelle active, mais dans l'optique de faire la différence par rapport à ce que nous voyons faire dans certaines personnes. Et comment vous trouvez la politique de notre pays? Madame, il y a beaucoup à dire là-dessus, mais ce que je dois vous dire, c'est que notre pays ne va pas assez bien sur le plan sécuritaire, sur le plan administratif, sur le plan économique, économico-financier et sur le plan social. Donc jusqu'ici, rien ne va. Rien ne va, c'est par la volonté des individus, de certaines personnes qui, en réalité, font de la politique pour eux-mêmes, pour leur famille, pour leur ventre. Ils ne font pas de la politique pour, n'est-ce pas, pour le peuple ou pour l'avenir du Congo. Vous étiez candidat aux élections, vous aviez échoué, vous étiez candidat gouverneur. Après un temps, votre nom a été élagué. N'est-ce pas un choc?
Et vous continuez à croire à votre parti, l'UDPS? Merci beaucoup, madame. En fait, j'ai été candidat pour la députation nationale et provinciale dans la circonscription électorale de Mbanzango. Où vous avez beaucoup investi. Je me suis investi, c'est ce qui est tout à fait normal, parce que dans la vie ne se fait pas en brillant. Quand on fait tout ce qu'on fait dans la vie compte en fait. Et donc, je suis de ceux-là qui ont bâti campagne pour le chef de l'État et qui se sont réellement investis sur le plan matériel et financier, mais qui ont aussi investi leur temps. Mais cependant, déjà, lors de sortie de noms dans des listes, mon nom n'était pas sorti sur la liste de presse, j'étais envoyé dans un parti allié. Bon, mais les résultats ont été ce qu'ils ont été, mais c'est pas pour autant que je vais devoir me fatiguer. Et j'avais pour projet, n'est-ce pas, si j'avais été voté, de pouvoir postuler pour la fonction gouverneur dans la province du Congo central, parce que j'estime avoir un projet de développement pour la province du Congo central. Bon, mais comme ça n'a pas marché, j'ai encore du temps devant moi. Selon vous, que le profil du gouverneur du Congo central? En fait, en principe, ce que je vais vous dire là est valable et pour le Congo central et pour le reste des provinces. Madame, en tant qu'entrepreneur, je connais à peu près 65% du territoire national congolais. J'ai circulé dans beaucoup de provinces. Comme entrepreneur, j'ai eu à faire des travaux dans plusieurs provinces. Donc, je connais les réalités du Congo central, je connais les réalités du Grand Bandundu, je connais les réalités du Grand Kasaï, je connais les réalités du Grand Équateur. Donc, les problèmes que connaît le Congo central au jour d'aujourd'hui sont pratiquement les mêmes que le reste des pays. Évidemment, à une différence près avec les autres provinces. Mais pour que quelqu'un gère, puisse bien administrer une province, avant tout, ça doit être un bon manager. Un bon manager, un visionnaire, un homme travailleur et réaliste. Parce que si je dois prendre le Congo central en soi, c'est 17 000 km de routes et de sites agricoles. Rien que pour le Congo central. Mais c'est de ces 17 000 km de routes que compte le Congo central, il y a qu'à peu près 650 km de routes qui sont en bon état. 650 km seulement. Le Congo central, à lui seul, c'est 1400 ponts. Sur 1400 ponts, il n'y a qu'à peu près 90 ponts qui sont en bon état. On ne peut pas parler de développement d'une entité, quelle qu'elle soit, si on ne parle pas route. Donc, le développement de tout un État, de tout pays, de toute une province dépend de son réseau ou de son réseau routier. Donc, si vous avez, lorsque vous avez des routes, vous savez projeter le développement de toute une province ou de tout un État. De tous ces candidats qui sont aujourd'hui au Congo central, qui veulent prendre la tête de cette grande province, qui a ces critères que vous avez cités? D'abord, pour commencer, il y a Samuel Kaya, il y a Guy Bando à sa propre succession, il y a Kinkela aussi, qui est le candidat gouverneur. De tous les candidats qui sont là, je dis bien, je ne parle pas de vice, mais des candidats titulaires. Oui, oui. Je n'ai pas de relations personnelles avec chacun de ces candidats-là. Cependant,
tout candidat, je dis bien tout candidat, aux fonctions de gouverneur, qui a les qualités dont je parle là, ou qui prend la décision de cultiver tous ces candidats-là, peut bien administrer, diriger ou gouverner la province du Congo central. Parce qu'à une seule condition, que celui-ci soit à l'écoute, qu'il puisse avoir dans son entourage des personnes qui conviennent. Parce que vous le savez certainement qu'il y a eu vers le 16e et 17e siècle, il y a eu des pays, des monarchies comme la Grande-Bretagne, qui a eu à un moment donné des rois qui avaient 10 ans. Vous n'allez pas me dire qu'un enfant de 10 ans, un roi de 10 ans, peut, n'est-ce pas, gérer un pays ou un royaume, c'est impossible. Mais à l'époque où ces monarchies-là ont connu des enfants rois, c'était la cour ou les cours qui en fait dirigeaient les affaires. C'est qu'en d'autres termes, si l'honorable l'honorable Grace Bilolo s'est fait entourer par de bonnes personnes, parce que déjà son fils c'est une bonne personne, et lui-même aussi pour des personnes qui l'approchent. Grace Bilolo, le fils de Guy Bandou. Oui, qui était son fils. Qui était son fils. Qui est au jour d'aujourd'hui candidat gouverneur aussi. Donc qui fait ticket avec lui de pèse. Donc déjà son fils qui est une bonne personne, et lui-même les gens disent que c'est aussi une bonne personne. Donc si c'est fait entourer par de bonnes personnes, s'il est à l'écoute des bonnes personnes, il fera correctement son travail. Alors, parce que en fait, gérer, administrer une province, diriger, gouverner une province, c'est aussi une question de volonté politique et volonté administrative, parce que l'argent de la province, c'est pas l'argent d'un individu. Si on prend cet argent-là, si l'argent est réellement bien affecté dans différents secteurs, le travail se fera. Alors, qu'est-ce qui est à la base de la destruction de cette grande province? La destruction de la province du Congo central, c'est une question de personne. Il y a un problème d'homme. C'est une question d'homme. Madame, je fais la propagande dans la circonscription électorale de Mbanza-Ngungu. Dans la circonscription électorale de Mbanza-Ngungu, vous avez à 110 km de Mbanza-Ngungu, vous avez des villages où il y a des enfants de 6 ans qui n'ont jamais vu de véhicule. En Mbanza-Ngungu, si vous avez un enfant de 6 ans qui n'a pas de véhicule. Ah bon? Je vis des femmes enceintes malnutries. Je vis des pères de famille malnutris lors de la campagne. Ils le sont pourquoi? C'est parce qu'il n'y a pas de véhicule. Et donc, je vous ai dit tantôt là, donc je disais que je vis des femmes enceintes malnutries. Je vis des pères de famille malnutris. La cause, c'est le manque de route. Parce que en fait, tout au long de l'année, des personnes, des gens qui sont au village ne peuvent pas seulement planter du manioc, qui dure pratiquement 12 mois. Ils doivent cultiver de la tomate, qui ne dure que 30 jours. Ils doivent cultiver la patate douce, qui ne dure que 3-4 mois. L'haricot, qui ne dure que pratiquement 60 jours. Et d'autres cultures. Donc, du fait qu'il n'y a pas de route, donc, du coup, il n'y a pas de personnes qui peuvent, n'est-ce pas, les acheter leur production. La conséquence, les gens sont découragés, ils ne plantent plus, ils ne cultivent plus, sauf du manioc, qui doit attendre pendant toute une année, mais le reste, ils cultivent. Il n'en faut plus. Et il y a une autre conséquence, c'est l'exode rural. Donc, en fait, tous les gens qui sont censés rester au village pour pouvoir planter et nourrir ceux qui sont en ville, quittent le village pour la ville. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de route. C'est comme ça. J'interpelle l'État congolais
Les problèmes qu'il y a au Congo central en termes de routes, c'est ce même problème qui est dans le Grand Kasaï, qui est au Grand Équateur, le Grand Équateur, l'Est du pays et dans tous les Congos en réalité. Mais quand je parle des problèmes de route, il faudrait que l'État congolais s'interroge dans cette histoire de route. Sous d'autres cieux, lorsqu'on a construit une route a 15 ans de vie. Une route asphaltée, c'est 15 ans de vie. Par contre, chez nous ici, quand une route est construite, c'est 3 mois. Si elle dure longtemps, c'est 6 mois. Ça, c'est un problème très sérieux. À l'époque où nous étions enfants, nous n'avions que pour toute l'étendue du pays l'office des routes. Mais lorsqu'il y avait un trou, que ce soit dans l'une de nos routes, ici à Kinshasa, que ce soit au Congo central, ou dans le reste du pays, quand il y avait un trou à 12 heures, à 18 heures, l'office des routes réparait ces trous-là. Attendez. Au jour d'aujourd'hui, nous avons les FONER. Les FONER, c'est les fonds d'entretien routier qui encaissent énormément d'argent, mais on ne sait pas où va cet argent et qu'est-ce que les FONER fait avec cet argent. Et d'ailleurs, madame, je vous informe que lorsque vous importez un véhicule de l'Europe, le véhicule est encore dans les bateaux au port de Matadi, mais déjà sur votre document, vous payez déjà $250 du FONER pour un véhicule qui n'est pas encore sorti du port de Matadi ou de Boma. Vous payez déjà $250 du FONER. Monsieur Constant, nous devons évoluer, nous devons vers la fin de l'émission. J'aimerais poser cette question. Vous avez trois grands districts. Il y a Lukaya, il y a Bas-Fleuve et Cataract. Dans ces 3 districts-là, qui peuvent se lever pour vous unir? Parce qu'il y a division aujourd'hui, chacun ne tire que l'officiel de son côté. Ce que je dois vous dire, madame, c'est que la division que nous constatons dans les Congo central existe au jour d'aujourd'hui pratiquement dans toutes les provinces. Et les divisions au Congo... Nous parlons du Congo central. Je vais rentrer au Congo central. Les divisions sont nourries par les politiciens. Par le pouvoir de Kinshasa, vous voulez dire? En réalité, c'est Kinshasa parce que quand je dis le pouvoir de Kinshasa, ça dit que le pouvoir, c'est des personnes. Ça dit que des personnes de telle ou telle autre province qui sont à Kinshasa s'arrogent, n'est-ce pas, les pouvoirs à telle enseigne qui se font... ils s'arrangent pour que tel point lui soit, n'est-ce pas, fidèle, tel point ne lui soit pas fidèle, ainsi de suite. Mais ce que je dirais, c'est quoi? C'est qu'il faudrait que pour que le Congo central aille de l'avant, les Bas-Congo, je ne veux pas dire les Congo, mais les Bas-Congo doivent, n'est-ce pas, revenir à la raison. Il y a ce qu'au jour d'aujourd'hui, il y a des gens qui ressassent ce que nous appelons Makukumatatu. Makukumatatu, oui. Les Makukumatatu ne datent pas d'aujourd'hui. Vous croyez aussi à la spiritualité? Vous parlez de quelle spiritualité? Les Makukumatatu, là. C'est pas une spiritualité, madame. Alors c'est quoi? Les Makukumatatu, c'est, en fait, c'est... Je dirais, les Makukumatatu, en fait, c'est dû ou c'est né du fait que les Bas-Congo, tel que vous le voyez là... Mais l'origine des Makukumatatu, c'est la spiritualité, non? Non, 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 je vous explique, madame. Allez-y. Ça dit qu'à l'origine, il y a une mère, un père. Cette maman et ce papa-là ont eu des enfants.
ont eu en fait 3 enfants. Les 3 enfants-là, ce sont là les Makoko Matatu. En fait, les Bakongo, où qu'ils soient, il y a 3 grands clans. Les Makoko Matatu, ce sont les 3 grands clans qui composent les Bakongo. Ce sont 3 grands clans. Ce n'est pas de la spiritualité. Ce sont les 3 grands clans qui composent les Bakongo, en fait. Mais ça n'a rien à voir avec les 3 districts. Dans ce sens que les 3 clans qui composent les Bakongo, on les trouve dans les Lukaya, on les trouve dans les cataractes, et on les trouve aussi dans les bas fleuves. Au-delà des Lukaya, bas fleuves et cataractes, ces 3 grands clans-là, on les trouve. Là, partout, il y a des Bakongo, vous les trouvez en Angola, vous les trouvez au Gabon, ainsi de suite. Vous les trouvez aussi dans les Bandundu. Ces 3 grands clans-là, vous les trouvez partout, il y a des Bakongo. Donc, le Makoko Matatu n'a rien à voir avec nos 3 districts. Non, non, non. Non. Donc, déjà, cette culture-là, de vouloir créer cette division-là de par les Makoko Matatu, moi, je ne soutiens pas. Les Makoko Matatu n'a rien à voir avec nos districts. Non, 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 non. Les Makoko Matatu ont existé depuis la nuit des temps. Et d'ailleurs, chez nous, il y a un principe qui dit que les Mukongo, quand ils se promènent, surtout du temps de nos vieux, quand les Mukongo se promenaient, ils ne se promenaient pas avec un sac de provisions. Les Mukongo ne se promenaient qu'avec son clan. La raison pour laquelle on dit que les Congo ne partagent pas Bakabakate. Non, c'est faux, ça qui vous a dit ça. C'est faux. Déjà, quelqu'un... Parce que quand on a les sacs qu'on partage, il y a des choses dedans. Non, c'est-à-dire quoi? Ce qui s'est passé, jadis, c'était quoi? Moi, sur mon Congo, si je suis de Lukaya et que je me rends au grand fleuve, dans les bas fleuves, je prends juste mes habits, une petite provision pour la route. Mais quand j'arrive au bas fleuve, dans n'importe quel village, dès que j'entre dans le village, la première ou la deuxième maison que je vois, et la première personne que je vois, je me présente, excusez, je lui dis que je suis monsieur tel, je viens de tel endroit, je suis de tel clan. Cette personne me dit, ah tiens, vous êtes de tel clan. Voilà, ça là, c'est la maison de votre frère. Ou c'est la maison de votre soeur, ou c'est la maison de votre nièce ou de votre neveu. Donc vous allez là-bas, vous êtes reçus et vous y resterez autant de jours que possible. Nous sommes arrivés à la fin de l'émission. Vous allez devoir regarder la caméra. Adressez-vous au public votre mot de la fin. Merci beaucoup. Je m'adresse avant tout à nos candidats gouverneurs que nous, sur qui, n'est-ce pas, nous plaçons notre confiance, sur qui tous les regards des Bakongo sont tournés. Donc nous disons à l'honorable Grace Bilolo, parce que c'est de lui qu'il s'agit, et son candidat vice-gouverneur, le 29 ici, ce sont des élections qui vont se tenir. Diriger, gérer, administrer une province ne demande pas que quelqu'un soit un savant ou qu'il soit un grand professeur d'université. Prévenez que ce pays du temps de Mobutu a été géré par des professeurs d'université qui entouraient Mobutu. Et pourtant, Mobutu a fait ce que nous appelons la zarisation qui a tué ce pays. C'était aussi des conseils qui venaient des universitaires. Donc, pour réussir, si vous êtes élu gouverneur,
demain, c'est 29. Soyez à l'écoute des gens. Faites vous entourer et soyez à l'écoute des gens qui sont bien. Merci. Et je m'excuse beaucoup. Un mot. Ce que je dis là, je l'ai dit aussi à tous les gouverneurs des autres provinces, des 25 autres provinces, parce que le pays, il va très mal. Il faudrait que nous puissions nous interroger, nous politiques congolais, par rapport à ce qu'est le pays au jour d'aujourd'hui. Regardons Chuter, nous sommes arrivés à la fin. D'où nous venons, là où nous en sommes au jour d'aujourd'hui, et là où nous voulons mener le pays. Et donc, voilà un peu, c'est ce que je peux dire à tous les candidats gouverneurs, à ceux qui vont être gouverneurs demain, de travailler pour la population, de travailler réellement pour ce pays. Merci beaucoup. Constant Manvidila, merci d'avoir répondu à notre invitation. Je vous remercie, madame. Je rappelle que vous êtes membre de l'UDPS. Merci, oui. Et voilà, fils du tout premier commissaire du district. Mesdames et messieurs, vous avez suivi Constant Manvidila. On a parlé sur les réalisations de son père, on a parlé sur les Congo central, l'évolution, et puis sur d'autres questions politiques. Merci à Roni Mandila, merci à Laïti Moutonge, que Dieu bénisse la RDC, que Dieu protège nos FARDC et que Dieu garde son peuple. Au revoir, Inch'Allah.